Très bien. À vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je tiens à remercier chaleureusement tous les organisateurs et principalement le docteur Abadi. C'est toujours un plaisir de se retrouver au Maroc et à Casablanca. Alors je vais vous ennuyer un peu avec un sujet qui est quand même un peu technique, c'est l'écho-doppler et donc l'utilisation des ultrasons dans les bilans, vous m'entendez, avant création d'un abord vasculaire. Alors, il y a quelques années, on a un peu modifié les pratiques et les recommandations avec ces nouveaux guidelines issus des guidelines nord-américains, qui est le patient-centered approach, qui consiste à s'occuper un peu moins des vaisseaux stricto sensu, mais s'occuper globalement du patient, afin de faire le bon accès chez le bon patient, au bon moment, et surtout pour des bonnes raisons, et de manager ce patient avec une équipe multidisciplinaire, chirurgien, médecin vasculaire, radiologue, néphrologue, infirmière, pour avoir des réunions de consensus multidisciplinaires. Alors, l'écho-doppler, c'est quand même quelque chose qui était très contesté, mais qui est quand même une avancée majeure, parce qu'en un seul temps, on peut screener un patient sur toutes les coutures, à savoir ses artères, ses veines, puisque c'est indispensable pour faire une fistule, mais également les parties molles, et donc connaître la profondeur des vaisseaux et le tissu d'emballage de ces vaisseaux qui a une importance qu'on a trop longtemps sous-estimée. Alors, bien souvent, les fistules sont réputées être des échecs. Il y a beaucoup trop de reprises, beaucoup trop d'échecs. Et il faut sortir de cette logique mortifère qui illustre un peu ce que disait Winston Churchill. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme, qui était prémonitoire, puisque c'était à peu près la politique des Shadocks ultérieurement. Alors le but de ce mapping, c'est de gagner la course et de savoir d'apparier de façon correcte ces trois composants, l'artère, la veine et les parties molles, afin de les mettre au bon endroit, de trouver la bonne localisation pour créer la fistule, et ainsi éviter un certain nombre d'échecs. Mais c'est aussi un bilan qui doit être très exhaustif, qui ne doit pas se cantonner aux membres non dominants comme on le voit trop souvent faire, dans la mesure où un certain nombre de patients ont un membre non dominant qui serait le candidat idéal à la fistule, mais qui a de très mauvais vaisseaux. Et alors que de l'autre côté, du côté du membre dominant, les vaisseaux sont de bonne qualité, et c'est cela qu'on va continuer à agresser et à détériorer, alors qu'il vaudrait mieux changer de côté et s'occuper du membre non dominant qui n'est plus de très bonne qualité. Et donc là aussi, c'est un intérêt de l'écho-doppler de mettre le point sur les i et d'avancer dans la bonne direction. Alors les guidelines internationaux, alors là c'est là où on peut rigoler, parce que ce qui est vrai et ce qui est absolument certain d'un côté de l'Atlantique ne l'est plus du tout de l'autre côté. Ainsi, pour les Européens et la Société de chirurgie vasculaire européenne, eh bien, l'écho-doppler préopératoire est absolument nécessaire, et c'est une recommandation de très fort grade. Alors que dans les nouveaux DOCI, en 2019, eh bien, la recommandation de faire un écho-doppler systématique avant la création n'apparaît plus. Et c'est plutôt le patient qui doit être évalué globalement. Et s'il y a des facteurs de risque, s'il y a eu déjà des échecs de fistule, eh bien, celui-là va être référé à l'écho-doppler et aux explorations complémentaires. Alors, on a beaucoup discuté, est-ce que vraiment l'écho-doppler, ça change la vie de tout le monde? Est-ce que ça améliore les résultats? Est-ce que le taux d'échec primaire a diminué? Est-ce que ça évite de faire des interventions chirurgicales négatives, d'aller à la recherche de veines qui finalement n'existent pas? Et est-ce que le fait de pratiquer un écho-doppler avant l'opération va améliorer les taux de maturation? Eh bien, cette question est toujours débattue, et pour y répondre, il faudrait avoir un tel essai randomisé d'une telle puissance qu'on n'aura jamais vraiment la réponse, et d'autant que vous savez bien que les chirurgiens ne suivent pas toujours à la lettre les recommandations qu'on leur propose et font un peu ce qu'ils veulent, parce que quelquefois, ils ont parfois raison d'ailleurs, l'écho-doppler n'a pas été très bien fait, et puis on a raté quelque chose qu'un chirurgien entraîné peut cliniquement récupérer. Et donc, c'est très difficile d'évaluer de façon tout à fait objective les performances de l'écho-doppler et son utilité réelle dans la vraie vie.
Dans les années 90-2000, quand cet examen a commencé à prendre son essor, eh bien, il a quand même eu des effets très intéressants dans la mesure où il a permis de trouver des veines natives qui étaient insoupçonnées, notamment chez des patients un peu obèses, et ça a permis de diminuer à peu près par 2 le taux de placement de prothèses, et notamment aux États-Unis qui avaient un taux de PTFE absolument considérable. Et puis, est-ce que ça a vraiment diminué le taux d'échec primaire? Eh bien, c'est pas du tout évident parce que la qualité technique des explorations est très variable et c'est pas le tout de trouver une veine qui existe, mais il faut qu'elle soit utilisable et qu'elle puisse se comporter correctement lorsque l'on va l'anastomoser à une veine, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc l'exploration qui simplement consistait à calculer le calibre de la veine et de trouver l'existence d'une veine à l'avant-bras ou au bras, eh bien ça suffisait pas pour que la fistule mature, et on a eu des taux de maturation qui ont finalement diminué par rapport à un examen clinique bien fait lorsque l'on a utilisé l'échodoppler à mauvais escient. Alors, quand on regarde les méta-analyses qui ont été faites sur l'exploration échodoppler préalable, eh bien, là également, les avis sont très mitigés, puisqu'il y a un certain nombre de méta-analyses qui ont été totalement négatives, celle de Wong, celle de la Cochrane Study, de la revue Cochrane, pardon, et c'est d'ailleurs assez surprenant, puisque d'habitude, les revues Cochrane sont très bien faites, et je vous montrerai pourquoi c'est très contestable. Et puis, la dernière méta-analyse qui a été faite par Alvé Lopez, elle est très positive, c'est la dernière, et on peut penser que grâce au fait que dans les études qui ont été incluses, eh bien, le matériel avait été implémenté, avait été de bonne qualité, et les opérateurs un peu mieux entraînés que dans les précédentes études incluses, eh bien, les résultats ont été meilleurs. D'ailleurs, quand on regarde ce qui a été fait par la Cochrane, on n'aurait pas idée, nous, de travailler aussi mal, parce qu'ils ont utilisé du matériel totalement obsolète, avec des fréquences qui sont très, très basses, qui ont très mauvaise résolution en imagerie, et donc ils ne pouvaient pas, avec un tel matériel, faire un examen de très bonne qualité. Voilà pour vous en convaincre. Si c'est le type de matériel qu'ils ont utilisé, le type d'imagerie qu'on peut obtenir avec ce qu'ils avaient utilisé. Et puis nous, ce qu'on utilise en routine, c'est ça, avec des résolutions qui sont du 10e de millimètre. Et puis ils n'avaient jamais utilisé de sondes microconvexes, qui sont les seules qui permettent d'explorer les troncs veineux centraux. Comme ici, vous voyez qu'on a un confluent de Pirogov, un tronc veineux innominé, qu'on peut imager en Doppler couleur avec la veine jugulaire, le tronc veineux innominé, la veine sous-clavière, la veine jugulaire externe. Donc tout ça, c'est des raffinements technologiques qui n'étaient pas connus lorsque l'on a fait les premières méta-analyses. Mais ça ne suffit pas de faire des approches statistiques, il faut non seulement qu'elles soient qualitatives, mais quantitatives, et là, ça devient plus compliqué. Voici un exemple. Ici, c'est une veine basilique qui avait été complètement ratée par la phlébo au CO2, pour une raison simple, c'est qu'elle n'a plus de racine médiane au coude, hormis cette toute petite collatérale interne, racine interne. Alors il est évident que comment est-ce qu'on va pouvoir rentrer ça dans une statistique? Si un chirurgien un peu téméraire va faire la dissection de cette collatérale anastomo sur l'artère humérale et sous microscope, eh bien il y a toutes les chances qu'il y ait une sténose quand même qui se produise, et donc ce sera un échec primaire, il faudra la dilater, donc ce ne sera pas considéré comme un très bon résultat immédiat. À l'inverse, si on fait la fistule sur le tronc de l'artère, on perd plusieurs centimètres. Eh bien là, ça va maturer tout de suite, le débit sera bon et on va considérer que c'est un bon résultat. Est-ce qu'à terme, ce sera meilleur que l'autre? Je ne sais pas, et pour le moment, la réponse n'est pas évidente. On a longtemps utilisé les calibres vasculaires pour sélectionner les veines et les artères qui sont utilisables. Et dans les précédents dockys de 2006, eh bien, il y avait ces calibres qui étaient suggérés, ces seuils, veines de plus de 2 mm 5 et artères de plus de 2 mm. Et puis, dans les derniers dockys, en 2018, eh bien, tout ça a disparu car on s'est aperçu que c'était insuffisant, que les calibres n'étaient pas tout, loin de là, et qu'il y avait un certain nombre de limites à simplement caractériser les vaisseaux par leur calibre. Il faut connaître leur qualité, leur compliance,
il faut évaluer les systèmes les veines et la façon dont elles se vidangent dans le système profond. Et puis on sait que le malade qui est vu au mois de janvier quand il fait 0 degré, c'est plus le même quand on le voit dans la période de canicule au mois de juillet ou au mois d'août. Ces veines sont beaucoup plus grosses, sont beaucoup plus dilatées, et le malade qui aurait été récusé en janvier est accepté au mois d'août. Donc il faut trouver d'autres systèmes, et ces systèmes, c'est l'exploration exhaustive de la qualité des vaisseaux. Alors ici, je vous ai mis une reconstruction en panoramique d'une veine céphalique depuis le poignet jusqu'à l'épaule, jusqu'à sa terminaison. C'est une imagerie qu'on ne fait pas de façon routinière parce qu'elle est très chronophage, mais c'est simplement pour vous montrer qu'on peut le faire et qu'on peut ne rien rater, puisqu'on a même ici l'origine de la veine perforante. Et pour faire un examen correct et pour savoir comment fonctionne réellement ce réseau superficiel, eh bien, il faut faire des tests de wash-out qu'on peut faire avec une simple petite balle en caoutchouc et en regardant ce qui se passe en aval, au niveau de la vidange veineuse, comme ici, la vidange au niveau d'un M veineux. La calibre des vaisseaux, c'est vraiment pas un problème. Ici, c'est l'histoire d'un petit gamin qui avait déjà eu pas mal de soucis dans sa vie, et il lui restait seulement une veine à l'avant-bras, une toute petite veine, 1,2 mm, qui n'avait que pour seul drainage cette perforante, cette communicante au pli du coude. Eh bien, cette veine est tout à fait fonctionnelle. Vous voyez que le wash-out est excellent, que l'imagerie de flux couleur est de bonne qualité lorsque l'on fait les manœuvres de vidange. Et cette veine, malgré qu'elle soit toute petite, eh bien, elle est tout à fait utilisable. Simplement, il faut prendre des grosses lunettes ou un microscope. Et même les bébés, pas les bébés de 2-3 kg, bien sûr, ou les prémas, mais des bébés de 8-10 kg, sont tout à fait explorables et on peut leur faire des fistules. Pierre Bourquelot avait été un des premiers à faire ça sous microscope. Moi, j'ai imaginé une technique qui est une technique d'immersion qui marche très bien chez les tout petits enfants. On leur met l'avant-bras dans un bac d'eau chaude, ça dilate bien les vaisseaux et en plus, on a une meilleure résolution spatiale. Alors l'obésité, on sait que plus d'un tiers des patients qui viennent se faire une fistule sont en surpoids ou ont des stéatoméries ou sont carrément avec des obésités morbides. Et donc l'examen clinique est assez pauvre. Et là, c'est le triomphe de l'imagerie par écho-doppler qui va permettre de voir chez des patients dont on a un examen clinique qui est complètement nul, l'existence de veines qui sont utilisables. Et elles sont d'autant plus utilisables très fréquemment que comme elles sont profondes, elles n'ont pas été agressées et qu'elles sont restées de bonne qualité. Le seul problème chez ces patients-là, c'est d'être extrêmement vigilant sur le M veineux et sur leur drainage au coude parce que comme malheureusement on peut les piquer qu'à cet endroit-là, ils ont très souvent des lésions majeures qui peuvent même contre-indiquer la création d'une fistule malgré qu'il existe une veine à l'avant-bras parce que son drainage est trop précaire. Mais la profondeur, c'est pas tout. La qualité des parties molles est importante. Pourquoi est-ce que c'est important? Vous voyez ici une veine qui est profonde, elle est à 12 mm de la peau, donc ce sera une veine qui sera difficilement piquable, sauf si on fait une superficialisation. Mais vous voyez que là, c'est très noir, hein, donc ça veut dire que la qualité de la graisse est bonne, qu'il n'y a pas de remaniement structurel inquiétant. Par contre, vous voyez qu'ici, cette graisse sous-cutanée, devient très blanche. Pourquoi est-ce qu'elle est très blanche? Parce qu'il y a des phénomènes de sclérose, de fibrose, de liposclérose. Vous voyez, lobules adipeux qui sont bien individualisés, qui sont extrêmement denses. Et là, ça, c'est un problème parce que on sait que les ponctions vont être un petit peu plus difficiles, voire le développement de la veine un peu plus difficile. Et puis au maximum, c'est l'hyposclérose rétractile. Bien qu'il y ait une veine qui soit parfaitement perméable en dessous, eh bien, il est tout à fait non recommandé de faire une fistule parce que non seulement elle ne se développera pas parce que l'engainement est trop important et la veine ne se dilatera pas, étranglée dans la hyposclérose, mais qu'en plus, si on voulait les superficialiser, ce serait un cauchemar parce que la hyposclérose, ce n'est pas l'idéal pour faire une superficialisation. Alors on a parlé un petit peu des fistules percutanées. Eh bien, les fistules percutanées, il y a des critères et ça, l'écho-doppler, c'est indispensable quand on veut faire une fistule percutanée au coude, puisqu'il faut connaître l'état de l'artère radiale proximale, qui heureusement, dans 90% des cas, est suffisamment saine pour être utilisée. Elle a très peu d'athéromes proliférants à ce niveau-là, mais il faut que la veine communicante
soit de calibre suffisant, et surtout qu'elle ne soit pas à plus de 15 mm de l'artère pour que l'on puisse les réunir toutes les deux sans trop de difficultés. Et vous voyez qu'avec l'échodoppler, en faisant les manœuvres de vidange que je vous ai déjà précédemment décrites, eh bien on peut imager toute la veine communicante, et y compris au niveau des ramis communicants ulnaires et radiaux. Alors, quand on a trouvé une veine qui est visiblement perméable, qui est de bon calibre, ça ne suffit pas encore. Il faut screener ces valvules, parce que toutes ces veines ont des valvules, et on sait qu'il y a un certain nombre de valvules qui vont être pathologiques. Ici, vous avez le premier stade de la pathologie valvulaire, c'est une hémiqueuf qui est fixée, qui commence à être fibreuse. Alors certes, il n'y a pas encore de sténose serrée, mais évolutivement, on peut penser qu'il y aura quelque chose, et donc au minimum, c'est à surveiller une fois qu'on a repéré ce type de lésion. À un stade un peu plus avancé, c'est plus seulement une hémiqueuf qui est pathologique, c'est les deux hémiqueufs qui sont fibreuses, qui sont épaissies avec des lésions de sclérose. Et là, évolutivement, ça donnera beaucoup plus rapidement que dans le cas précédent des sténoses. Et puis, il y a des lésions qui sont tout à fait rédhibitoires, puisqu'elles intéressent à la fois les cuves valvulaires, mais la paroi vasculaire. Vous voyez qu'il y a ici des lésions de fibrose diffuse, de pachyschlérose, qui correspondent en général soit à des patients qui ont été perfusés et qui ont eu une agression chimique de la paroi veineuse, soit qui ont eu des thromboses qui se sont recanalisées. Alors, il était courant, et il le reste dans certaines équipes, de faire des phlébos CO2 pour faire le bilan du réseau veineux superficiel. Et ces phlébos CO2 ont quand même des limites parce que, vous voyez ici, la phéléo CO2 montre des feeling defects qui font penser qu'il y a du caillot pariétal sur la paroi veineuse. Et donc, ça a une contre-indication à faire la fistule. Sauf que, quand on regarde en écho, on voit que la lumière veineuse est tout à fait normale et que la veine est également normale en coupe longitudinale au même niveau. Donc, ce qui veut dire que c'est un artefact de la phlébographie qui a éliminé une veine qui était parfaitement utilisable. À l'inverse, la phlébographie peut parfaitement sous-estimer les lésions. Ici, il y a de petites irrégularités, mais qui ne sont pas considérées comme rédhibitoires. Et quand on fait l'échodoppler, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, il y a des lésions majeures de la paroi veineuse avec une pachyschlérose très étendue, que les cuves valvulaires sont complètement fibreuses et fixées, et puis qu'il y a même du thrombus organisé ancien dans l'enraflement valvulaire. Donc là, il vaut mieux pas tenter le diable et faire une fistule qui a toutes les chances de se thromboser. Alors à la fin d'un examen de ce type, qui a exploré les différentes composantes, eh bien on va faire une cartographie qui reporte sur un schéma papier toutes les veines qui sont perméables avec leurs calibres qui sont notés, et éventuellement, lorsque c'est des veines qui sont profondes, la profondeur et l'épaisseur des parties molles. Mais ça ne suffit pas, il faut s'occuper des artères, puisque de plus en plus les patients sont âgés, ont des comorbidités cardiovasculaires importantes, ont des passés de cathétérisme, ont des passés de coronarographie, ont des passés de multiples et variés, de chimiothérapie, et qui ont pu endommager leur système vasculaire. Et donc, il faudra faire un bilan artériel puisqu'on sait qu'un certain nombre d'échecs de fistules sont dus à des lésions des artères. Et donc, c'est essentiellement un bilan qui, bien sûr, va screener toute la roue artérielle depuis pratiquement la crosse aortique, mais c'est surtout une exploration exhaustive des axes de l'avant-bras lorsque l'on a des patients qui ont des risques comme les diabétiques, ou les patients qui ont déjà une artérite des membres inférieurs et dont on sait qu'ils sont très sujets à avoir des lésions des axes de l'avant-bras. Alors quand on retrouve des lésions de ce type, vous voyez qu'une artère ulnaire et une artère, je ne sais pas où est la flèche, l'artère ulnaire et l'artère radiale sont complètement pathologiques, avec une artère radiale qui est sténosée, une artère ulnaire qui est occluse en distalité. Eh bien, il est évident qu'il ne faut pas s'embarquer, faire une fistule comme ça, au petit bonheur la chance. Et il faut compléter absolument l'examen par une prise de pression. Et on sait que si on a un index bras-doigt en faisant la pression digitale qui est inférieure à 0,7, ça veut dire que les lésions artérielles sont très significatives. Et là, il va falloir être encore un peu plus prudent, puisque l'on sait que
les patients qui vont avoir une fistule vont avoir une chute de pression moyenne de 30 mm de mercure. Donc si on part d'un patient qui est déjà à 80 mm de mercure, on va se retrouver aux alentours de 50 mm de mercure. Ce n'est pas encore l'ischémie critique, mais ça commence à risquer d'avoir quelques phénomènes ischémiques qui vont pas forcément passer facilement. Donc il faut être extrêmement prudent chez ce type de patient. Et puis un autre intérêt de l'exploration artérielle, c'est de dépister les variétés anatomiques qui, pour certaines, peuvent poser des problèmes. On sait qu'il y a 12 à 15% de bifurcation de l'artère humérale avec des artères radiales qui sont de qualité tout à fait variable, puisque certaines sont hypoplasiques, d'autres sont déjà pathologiques. Et donc l'échodoppler, ça permet d'une part de faire le diagnostic de ces bifurcations hautes, comme ici, avec l'artère axillaire qui se divise très précocement, mais aussi de voir quelle variété de bifurcations hautes on a. Et on sait que ce n'est pas tout à fait pareil d'avoir une artère radiale de naissance haute qui n'a aucune communication au coude avec le tronc cubito-interosseux, ou d'avoir un crossover important. Le fonctionnement de la fistule ne sera pas tout à fait le même. De même, il y a une variété anatomique qui heureusement est rare, mais qui est un piège pour certains chirurgiens. C'est la naissance haute de l'artère radiopalmaire qui va les emmener à faire une fistule qui va s'implanter sur l'artère radiopalmaire, qui est une artère très hypoplasique, avec un risque de retard de maturation tout à fait évident. Alors ça, c'est le crossover. Voilà en live la naissance haute de l'artère radiale. Vous voyez, ça se voit très très bien. On voit qu'il y a des petites lésions proximales, mais ce n'est pas trop méchant. Et puis, lorsque l'on a donc ces problèmes d'artériopathie, eh bien, on va faire des tests sous plétismographie. Et le test le plus pertinent, c'est le test de Barbeau, qui n'est pas très répandu en France parce que c'est un Canadien. Alors, je ne sais pas si c'est de l'ostracisme pour l'Amérique du Nord, mais c'est un cardiologue canadien qui avait mis ce test parce qu'il y a quelques années, lorsque le matériel de coronarographie était encore un peu agressif, eh bien, il était confronté à quelquefois des ischémies de la main consécutifs à des thromboses de l'artère radiale, ce qui est tout de même assez rare. Donc, je ne veux pas détailler tous les tests de Barbeau, mais le test de Barbeau, ça se fait sous plétismographie, sous photoplétismographie, en faisant des compressions un peu comme on le fait pour le test d'Allen, et ça permet de savoir quelle est la qualité de la revascularisation et de la collatéralité lorsque l'on aura fait une fistule, et si par exemple on a besoin d'exclure l'artère radiale distale, et bien on sait tout de suite quel va être le résultat. Donc la prévention de l'ischémie induite, ça passe par ces tests et surtout par le screening des patients. On sait que 70% des patients qui vont avoir une ischémie induite, après la création d'une fistule, sont déjà des patients qui ont expérimenté des lésions vasculaires d'autres territoires, et notamment des membres inférieurs. Et quand on a un patient qui vous arrive en fauteuil roulant avec déjà une amputation au-dessus du genou, il faut être extrêmement prudent avant de se lancer dans la création d'une fistule, car on a toutes les chances d'avoir des lésions de ce type, avec un patient comme celui-là qui a une artère radiale qui est sténosée, une artère ulnaire qui est occluse, une pression digitale qui à la base est déjà diminuée à 54 mm de mercure. Si vous lui faites une fistule là-dessus, non seulement elle va avoir une maturation assez médiocre parce que l'artère radiale est sténosée, mais en plus il va chuter sa pression et se retrouver en ischémie, si ce n'est critique, du moins sévère. Donc, la prise des pressions digitales, l'index bras-doigt doit être calculé afin d'éliminer un certain nombre de patients à qui il ne faut pas faire de fistule dans ces conditions. Quand on a fini ce bilan, eh bien, on peut faire un petit tableau très simple qui va vous résumer et qui va vous dire exactement à quoi vous allez vous attendre lorsque vous faites une fistule. Si vous screenez les patients entre ceux qui ont des parties molles, une graisse qui est avec des veines qui sont de profondeur inférieure à 5-6 mm et ceux qui sont largement au-dessus, eh bien, vous allez déjà avoir deux populations bien différentes. Et ensuite, si vous appariez les artères et les veines, vous voyez qu'il y a une seule circonstance où vous êtes à peu près tranquille, les patients qui ne sont pas obèses, qui ont des artères et des veines normales, et ceux-là, théoriquement, ils vont maturer sans avoir besoin de procédures secondaires pour faire vivre cette fistule. Et puis, au fur et à mesure que vous allez apparier les lésions, bien que ce soit lésions artérielles ou veineuses, eh bien, il y aura un ou plusieurs gestes de correction à faire pour faire maturer cette fistule. Parfois, il faudra à la fois
traiter les artères et traiter les veines, et ça on en reparlera dans l'examen, dans le topo suivant. Et puis si les patients sont obèses, eh bien vous êtes à peu près sûr que vous ne pourrez pas piquer la fistule même si elle va bien, et donc il faudra soit la superficialiser, soit éventuellement faire des ponctions éco-guidées pour éviter une superficialisation. Et puis même schéma, en fonction des lésions artérielles et veineuses que vous allez rencontrer, vous pouvez pratiquement prévoir le nombre d'angioplasties ou le nombre de sites d'angioplastie qui seront à réaliser. Et visiblement, quand tout est trop pathologique, il vaut sûrement mieux ne pas se lancer dans la fistule, puisque l'on sait depuis le travail de Lee que lorsque l'on a plus de deux angioplasties à réaliser pour faire maturer une fistule, eh bien on multiplie par 5 le nombre d'angioplasties d'entretien qui vont être nécessaires au cours de la vie de cette fistule, ce qui peut devenir tout à fait rédhibitoire. En conclusion, malgré quelques limitations, bien l'examen écho-Doppler, ça reste un outil extrêmement utile pour explorer les patients et mieux choisir à la fois le site de fistule, le type de fistule, voire renoncer. Et comme disait André Gide, choisir, c'est renoncer. De plus, c'est un examen qui n'est vraiment pas cher, puisque pour entre 70 et 110 €, alors je ne sais pas combien c'est ici au Maroc, mais vous évitez des dépenses qui sont environ 10 fois supérieures lorsque l'on fait des examens d'imagerie radiologique qui sont extrêmement onéreux et qui en plus ne donnent pas autant de renseignements qu'un écho-Doppler bien fait, puisque la phlébographie, ça donne les veines, l'artériole, les artères, et le scanner éventuellement, ça donnera les parties molles. Je vous remercie.